Monsieur Moulopo Kapita Waditunga et les professeurs Mateta de Tours. Je vous invite à suivre cette émission et d'y rester connectés. N'hésitez pas à partager, à contacter sur nous et à poser vos questions. À très bientôt. Merci. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Gloria Moulopo, étudiante en faculté de droit à l'université Lumière Lyon 2. Ce soir nous sommes avec messieurs Moulopo Kapita Waditunga et à sa droite le professeur Mateta qui, je vais les laisser eux-mêmes se présenter juste après moi. Moulopo Kapita Waditunga, je suis un combattant de la liberté et je suis avec des camarades, des amis de lutte. Nous luttons contre le pouvoir d'occupation à Kinshasa et nous participons à cette lutte pour renverser la situation. Et je passe la parole à Mateta. Merci. Mateta Kanda, je suis président de l'association Moja Congo, formateur en économie et gestion et résistant congolais. Pareil, je participe à la résistance qui doit aboutir à la libération du Congo. Oui, Papa Moulopo, tout à l'heure, en parlant du combattant de la liberté contre le pouvoir d'occupation. Actuellement, qu'est-ce que vous faites concrètement pour cette libération du pouvoir d'occupation au niveau de Kinshasa? Nous sommes en exil. Notre premier rôle en exil, c'est la sensibilisation et la propagande. Mais les actions se passent sur le terrain. Donc, au moment où nous parlons, au moment où nous critiquons, au moment où nous diffusons nos actes de propagande, c'est-à-dire il y a des événements qui se passent sur le terrain. Ceux qui sont sur le terrain, ce sont des acteurs directs contre le pouvoir d'occupation. Donc, si je vous suis bien, il y a des actions sur les terrains et vous pouvez nous rassurer, vous pouvez rassurer aussi aux Congolais qui vous suivent qu'il y a des actions sur les terrains et ils doivent vous suivre, ils doivent vous faire confiance. Les Congolais doivent nous faire confiance du fait qu'il y a des actions sur les terrains, mais souvent ce ne sont pas des actions à publier. Je peux vous citer plusieurs actions. Nous avons éliminé physiquement un général rwandais à Kintambo. Il y a un quartier à Kintambo qu'on appelle Jamaïca, là, en face du cimetière de Kintambo. On l'avait éliminé. On n'en a pas parlé, parce que pour nous, c'est un insecte de moins. Mais ce que nous visons, c'est la tête de ce pouvoir d'occupation. Dès que c'est fait, on va commencer à parler, étape par étape, et indiquer les masses populaires ce qu'il faut faire. Nous, on n'est pas comme les autres qui appellent le peuple au soulèvement populaire. Parce que dans le monde, aucun peuple comme tel a déjà fait la révolution. Mais on conduit le peuple à la révolution. Donc il y a un noyau de révolutionnaires professionnels qui connaissent la matière, qui connaissent ce qu'il faut faire, qui conduit le peuple à la révolution. On peut examiner toutes les révolutions du monde, c'est comme ça. Sauf notre lutte, on entend de communiquer, des adresses pour inviter le peuple au soulèvement populaire. Ça n'existe pas. Bon, si on vous suit très bien, je ne sais pas si vous avez une question, vous suivez très bien, une fois que la tête de ces systèmes sera tombée, ça sera la libération. Il suffit juste de faire tomber la tête de ces systèmes. C'est le commencement de ce que nous écrivons toujours de Moula Mabanga. C'est le commencement. C'est le feu vert, c'est le départ. Et puis, le reste, c'est à écraser. Et ceux qui doivent fuir, ils fuiront. Mais la tête tombe, on écrase les occupants. Mais que pensez-vous de ces Congolais-là qui ne font rien? C'est-à-dire des Congolais qui sont sur le terrain mais qui ne voient pas les dangers, qui n'ont même pas le même discours que vous,
qui pensent que tout se passe bien, donc il suffit juste de manger ou de travailler, d'aller à l'école et c'est tout bon. Que pensez-vous de ces Congolais-là? Ce sont des Congolais qui sont restés de la même façon que les Flamands, les Belges, les colons nous ont laissés là, amorphes, sans rien connaître de ce qui se passe dans le pays même. Mais en 50 ans, nous avons évolué. Il y a eu une masse de ceux qui ont pris conscience. C'est ça que nous appelons des combattants. Et on peut aller plus loin, les autres disent des résistants. Donc, mais ce manque de conscience n'est-il pas une conséquence? Parce que ceux qui ont eu conscience, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi pour avoir cette conscience-là? Pour lutter ou parler avec le même langage que vous? Ceux qui ont la conscience aujourd'hui, c'est ce que nous avons réveillé. On les a réveillés, on les apprend, et maintenant on les guide pour aller à l'affrontement. Combien, si nous pouvons estimer à 100% de Congolais, combien pensez-vous avoir sensibilisé ou réveillé sur tout le Congolais? En prenant la jeunesse, en prenant la société civile, en prenant les gens de votre génération, parce que ce sont eux qui sont au gouvernement, qui travaillent pour le Congo. Mais avec votre travail de sensibilisation, à quel pourcentage pensez-vous avoir sensibilisé? Parce que je suis de cette jeunesse. Donc, est-ce que j'ai été sensibilisée ou j'ai été réveillée par vos actions? Écoutez, on ne réveille pas les gens avec une comptabilité. 10, 20, 30, 50%. Parce que dans la procédure révolutionnaire, les nombres ne comptent pas beaucoup. Combien ont été saisis et qui marchent avec nous pour qu'il y ait affrontement? Donc, même cet affrontement, c'est un acte de prise de conscience pour les amorphes, là, les tièdes. Du fait que nous affrontons ces gens-là face à face, ça réveille les autres. Donc le réveil vient avec la lutte aussi. Juste pour rajouter, alors Thomas Sankara dit quelque chose d'intéressant. Le malheur de l'Afrique, c'est que l'exemple doit venir d'en haut. Alors aujourd'hui, on a ces Congolais amorphes qu'on voit. Ils sont amorphes parce que bon, ils ont été aliénés par la colonisation belge, la néocolonisation à l'époque de Mobutu, et aujourd'hui avec ceux qui se disent élites au Congo, élites politiques, dans le monde économique, dans le monde associatif. C'est toujours les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, ils endorment cette population-là, et quand il s'agit de défendre leurs intérêts, ils font croire à la population à ce mot magique, soulèvement populaire. Donc on a des personnes qui vont se lever un matin, ils ont dit, bon, on a attendu le mot soulèvement populaire, on va sortir, et après, ils vont se faire massacrer, et eux, ils vont reprendre leur mascarade, on va dire, bah, on a vu que la population a bougé, donc on va se réunir, on va sortir un autre gouvernement, 1+4, 1+5, et voilà. Donc après, évidemment, la population a vu le sang, on aura une partie qui aura peur. Alors, quant au réveil de conscience, c'est vrai, je rejoins, il n'y a pas de comptabilité à faire. On aura toujours cette minorité qui amènera les autres, la grande masse, à faire la révolution. Et justement, tout à l'heure on parlait de la tête, oui, la tête tombera et ça emmènera aussi tout le système. À un moment, ils se poseront des questions, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les occupants rwandais, qui sont les exécutants des conglomérats, des Américains, des Français, des Anglais, sont plutôt à l'aise au Congo. Ils ne sont pas dans leur pays, mais ils sont à l'aise, et ce sont les Congolais qui sont mal à l'aise. Donc c'est vrai, nous on a juste le pouvoir de faire la sensibilisation, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire qui ne demande pas beaucoup. Il va falloir rendre la vie des Rwandais qui sont là-bas insupportable. Il faut que ça devienne, qu'ils ne soient plus aussi à l'aise sur un territoire qui n'est pas le leur. Monsieur Mateta, on va revenir avec vous. Je retiens ce que vous avez noté, ce que vous avez dit tout à l'heure, soulèvement populaire et sur la question de la tête qui va tomber. Papa Moulopo, en parlant de conscience,
les peu qui ont pris conscience. Aujourd'hui, sur le terrain au Congo, on a les opposants, on a les gens qui sont contre les systèmes, qui parlent et qui envoient le peuple à sortir pour les soulèvements et tout. Est-ce que parmi ces gens, avez-vous des gens avec qui vous travaillez ou trouvez-vous des conscients dont vous avez sensibilisé, qui sont sur le terrain, ou ils sont tous pris dans un même sac des gens qui détruisent le pays? Dans la procédure révolutionnaire, aujourd'hui, au Congo, les gens ne peuvent pas s'identifier comme opposants. D'abord, nous, Congolais, nous ne pouvons pas être opposants aux Rwandais. Nous ne sommes pas leurs opposants. Même ceux au Congo qui se disent opposants, ils ne savent pas à qui ils se disent. Parce qu'à un Rwandais comme Hippolyte Kanambe, on ne peut pas dire que je suis opposant. Mais les politiciens ou les politicailleurs congolais disent opposants. Ils ne pouvaient pas le dire. Parce qu'en tant que Congolais, ils ne peuvent pas être opposés à la politique du Rwanda. C'est un autre pays. Ils sont les occupants. Il faut les identifier comme tels, les qualifier comme tels. Il ne faut pas aller zigzag. Ils sont les occupants. Mais les occupants de deuxième zone, ceux qui occupent réellement notre pays, ce sont les Américains, les Anglo-Saxons, l'Union européenne, et ainsi de suite. Les Rwandais ne sont que... Quand je dis Rwandais aussi, c'est un peu trop petit. Disons Tutsi, parce qu'on retrouve les Tutsis au Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie, voire même Somalie. C'est le même peuple-là, nomade, qui circule et qui embête l'Afrique aujourd'hui. Papa Moulopo, il n'y a pas d'opposition à l'occupation. Que pensez-vous des Katumbi, que pensez-vous des Camérés et que pensez-vous des Tshisekedi? Ce sont des gens qui ont la population au Congo, ils peuvent parler et les gens le suivent. Que pensez-vous de leurs actions et de tout ce qu'ils font? Voilà. Vous citez des gens qui ne sont pas sur notre fichier. Mais qui sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain d'occupation. Oui. Ce sont des agents de l'occupation. Ils sont à l'aise quand ils opèrent aujourd'hui parce qu'ils sont du système d'occupation. Katumbi, c'est un Zambien par sa mère, c'est un Israélien par son père. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le Congo? C'est uniquement parce qu'il est venu au Congo, il a volé, donc il veut rester pendant longtemps. Kamer, c'est un Rwandais, sujet rwandais. Il est venu au Congo, tout petit, avec ses parents. Il a fait des études au Congo. Quand Mobutu distinguait les étrangers et les Congolais, Mobutu a dit les Congolais ne peuvent plus avoir de prénoms. Mais Vital Kamerhe a étudié là. Jusqu'à la fin de ses études, c'est toujours Vital Kamerhe. Ça prouve qu'il n'est pas congolais. Il est dans le système. On peut démontrer par plusieurs faits, réels. Vital Kamerhe a été acolyte d'Hippolyte Kanambe, conseiller d'Hippolyte Kanambe, interprète d'Hippolyte Kanambe. Il a même assisté à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Il a même écrit un livre connu par tout le monde. Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila, c'est-à-dire Hippolyte Kanambe. Et puis de la troisième personne que vous avez citée, je crois, c'est Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi. Pour vous, les jeunes, les Congolais, vous suivez la politique, mais vous ne retenez pas les événements. Tshisekedi, en 2002, au moment où les Congolais se trouvaient à Sun City, Tshisekedi a pris l'avion jusqu'à Kigali, en juillet 2002. Il signe les accords avec Paul Kagame. Quels accords? Ici, les deux, Paul Kagame et Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi a déjà exhibé ces accords-là? Non. Ça, c'est son problème. Nous savons ça. Et Kagame lui demande d'aller
passer en revue des militaires rwandais qui sont au Congo. Il est parti à Bukavu, on l'a chassé. Mais à Kisangani, il a passé en revue des troupes rwandaises qui occupaient le Congo. Donc ça prouve qu'il a signé des accords avec Paul Kagame. C'est un agent de Paul Kagame. C'est un collabo de Paul Kagame. Paul Kagame, c'est l'oncle de celui qui est au pouvoir au Congo, Hippolyte Kanambe. Donc, il est collabo de ces gens-là qui dirigent le Congo aujourd'hui. Ça, c'est en 2002. On continue. On regarde son système. Tshisekedi. Il est à Bruxelles. Pouf, Tshisekedi est candidat en 2011. Le peuple congolais se réveille, croyant que c'est une réalité. Tshisekedi, les Congolais sont partis voter Tshisekedi, parce qu'entre Tshisekedi, Congolais, et son adversaire politique, c'est Hippolyte Kanambe, donc les Congolais ont choisi Tshisekedi. On l'a élu. Posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le discours de Tshisekedi après les résultats? C'est là que vous verrez que Tshisekedi, c'est un collabo. Parce que ce qui s'est passé au Congo, là, Tshisekedi Kanambe, c'est la même chose de ce qui s'est passé au Kenya. La même chose. Mais au Kenya, cet opposant-là a réclamé ses droits. Ils ont dû modifier les résultats. Et c'est celui qu'on a dit qui a perdu, en réalité qui avait gagné. Et il est passé au pouvoir. Mais Tshisekedi n'a dit aucun mot quand le résultat est sorti. C'est-à-dire qu'il a accepté le fait accompli. On a vu Tshisekedi prêter serment après 2011. Non mais c'est très simple. Quand on veut le pouvoir, on va le chercher. Tshisekedi est rentré dernièrement, le 27 juillet. Il faut voir que c'est impressionnant. Au Congo, pour réunir plus de monde que Papa Wemba, c'est impressionnant. Alors, si vraiment il voulait mener une action, bah, il était libre de le faire. Il pouvait le faire. Il a prêté serment après son élection, mais il a prêté pour la forme. Ça, on sait très bien. S'il voulait vraiment... Il ne peut pas dire, je dis au militaire qui me ramènera Kanambe, je lui donnerai telle somme. Moi, j'ai suivi la proclamation de résultats. Dans un premier temps, on avait mis 56%. Joseph Kabila, après on l'a baissé. Alors peut-être qu'il y a eu des coups de fil entre les deux, en disant, bah, écoute, je suis vieux, vous ne pouvez pas me mettre 56%, une défaite, vous 56, moi 30. Je pense qu'il y a quand même une grande complicité. Alors on a Moïse Katumbi, Moshe Seriano, on a Vitel Kamere, on a Tshisekedi Mulumba. Ils sont tous dans la voie de la collaboration. Tous, on ne peut pas être opposant dans un système d'occupation. Alors là, on cite seulement ces trois noms, mais on peut rajouter Fayoulou, on peut rajouter Noël Tchela, on peut rajouter Malanga, Alula. Tous ceux qui parlent aujourd'hui d'élection, de dialogue, bah, ils vont dialoguer avec qui? On a vu Sensuti, cet acte-là, le dictat de Sensuti, c'était la soumission du Congo. On a vu dans un même bloc l'ASD, Alliance pour la sauvegarde de la démocratie, UDPS, RCD Goma, MLC. Donc c'était une alliance qui se poursuit aujourd'hui. Lorsque le véritable patron de l'UDPS, Félix Tshilombo Tshisekedi dit, c'est lui qui essaiera d'enlever Hippolyte Kanambe par les armes, d'en passer sur le corps. Ben, ça veut tout dire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas considérer ces personnes-là comme des résistants. Aller dire aux Français, si une personne était partie dire aux Français en 1940, bah, le maréchal Pétain vous dirige, mais on va organiser les élections. Comme ça, vous allez élire vos députés. Même si ça ne serait jamais passé. Ou aux Russes qui étaient sur les territoires occupés par les Allemands. Aujourd'hui, il y a deux clans. Il y a le clan des patriotes, et puis il y a les clans des traîtres. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez tous très bien précisé par rapport à ces gens qui sont sur le terrain et qui ont de la population, mais quel message passez-vous à la jeunesse congolaise? Quel message passez-vous à tous ces Congolais qui sont derrière ces gens? Parce qu'ils ont soif de la liberté, ils ont soif de la dignité, ils ont soif de voir les Congos libres et le Congo
être développé et le Congo avancer. Peut-être qu'ils n'ont pas le choix. Moi aujourd'hui, je me présente, je représente tous ces Congolais-là, derrière Tshisekedi, derrière Katumbi, derrière Kamere, parce que nous ne voulons plus de ces systèmes-là, parce que nous voulons que les choses changent. Mais quel message vous nous passez? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui très concrètement? Parce que soit il faut lutter, soit il faut s'asseoir. Mais pour lutter, on doit avoir des actions, on doit avoir des leaders, on doit avoir des gens sur le terrain qui nous montrent des exemples et qui nous montrent le chemin. C'est quoi le message pour tous ces Congolais qui vous suivent et qui... Aujourd'hui, nous demandons à tous ces Congolais-là de reprendre confiance et de suivre les mots d'ordre qui va venir de l'air, c'est-à-dire de ceux qui sont dans la diaspora, qui vont contrôler les événements futurs qui vont se passer au Congo. S'il faut revenir de la diaspora, Papa Moulopo, nous avons lu que vous étiez secrétaire adjoint de la Parico. Aparico qui est une structure aujourd'hui qui existe depuis 2008 ou depuis très longtemps, je ne sais pas, mais une structure qui parle de la libération du Congo avec son président Honoré Mbanda. Est-ce que les Congolais doivent espérer et continuer à attendre le même message où vous nous parlez d'une autre personne de la diaspora qui portera ce message-là de confiance pour libérer le peuple congolais et le Congo? Que ce soit Rwanda ou une autre personne, c'est d'abord le message pour libérer le Congo. Donc, les Congolais doivent savoir que il va sonner, à un moment donné, ça va sonner pour que la bataille commence. La bataille devrait être préparée. Nous luttons contre nous. Contre qui pour qu'il y ait libération au Congo? On lutte contre une grande puissance qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique a financé l'invasion du Congo, a financé l'occupation du Congo. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont là avec les satellites pour soutenir l'occupation du Congo. Le Canada est dans la même boîte. Tous les pays capitalistes du monde sont dans cette boîte-là de combattre le Congo. Donc, nous sommes seuls. Il n'y a pas un autre pays qui est derrière le peuple congolais en lutte. Cette minorité-là qui lutte aujourd'hui. Mais le son n'est pas encore donné, le feu vert, que le combat commence sérieusement sur le terrain. Nous nous sommes préparés pendant très longtemps pour connaître les stratégies de l'impérialisme. Comment échapper, comment éviter, comment réussir. Et nous sommes arrivés à ce point-là, nous disons, il faut que ça pète. Donc, dans quelques jours, semaines, quelques mois, ça va battre au Congo. Et par rapport aux Congolais qui peuvent perdre espoir, parce que les Congolais, c'est un peu comme des orphelins. C'est-à-dire, dès qu'une personne apparaît, a un beau discours, il se jette à ses pieds. Mais moi, je retiens cette phrase d'Abraham Lincoln: donnez-moi 6 heures pour abattre un arbre, je passerai 4 heures à préparer ma scie. Donc, qu'ils sachent que tout se prépare. Avant d'engager véritablement la bataille, il faut se préparer. Il ne faut pas, par des actions spontanées, ils sortent, qu'ils se fassent massacrer pour rien. Donc, qu'ils ne perdent pas espoir, et puis qu'ils n'oublient pas, ils sont quand même sur la terre de leurs ancêtres. Ils sont sur la terre de leurs ancêtres, donc ils ont quand même une certaine protection. Ils doivent affirmer qu'ils sont propriétaires de cette terre-là. Et autre chose, par rapport au terrain, Papa Moulopo vient de citer les ennemis de Congolais, ceux qui se sont autoproclamés nos ennemis, parce que nous, à la base, on n'est pas leurs ennemis, c'est eux qui se sont autoproclamés, imposés comme nos ennemis. On est aussi sur le terrain. Parce qu'ici, on est en face d'eux. Le siège d'American Mineral Fields, par exemple, ça se trouve au Canada. France Télécom est ici en France. Data Environnement est en France. Donc, c'est des personnes qui sont ici en face de nous. Nous aussi, nous sommes sur le terrain. Donc, que ce soit ceux de la diaspora qui sont ici, ou la jeunesse, voilà,
quelle que soit la jeunesse étudiante ou notre jeunesse, et les autres personnes, on ne doit pas perdre espoir, on doit garder notre espoir. Parce que ça fait quand même des siècles que ça dure, mais tôt ou tard, nous libérerons notre terre sacrée. Professeur Mateta, l'espoir s'est nourri. Il faut garder l'espoir, mais l'espoir s'est nourri. Par quoi les Congolais doivent aujourd'hui nourrir leur espoir? Quelle est cette source-là pour permettre aux Congolais de tenir bon et de rester debout? Alors, je vais dire, j'étais aussi comme les autres Congolais. J'étais comme les autres Congolais, mais je cherchais les personnes qui font, ou les organisations qui font des actions et qui peuvent donner cet espoir. J'ai cherché. J'ai longtemps cherché, et j'avoue, la première fois, mon premier voyage à Lyon m'a donné beaucoup d'espoir. Et par la suite, je suis resté en contact avec les gens qui donnent cet espoir. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont approché certains individus qui avaient des discours qui pouvaient leur donner cet espoir, qui après ont été déçus en voyant les actions mises en place ou la non-action. Ou alors certains comportements, et ils ont perdu espoir. Mais par contre, je dis, ils ne doivent pas perdre espoir, ils doivent regarder à gauche, à droite, chercher. S'ils cherchent, ils vont trouver. Ils le savent très bien. On sait comment les choses se passent pour certains de nos compatriotes. Ils préfèrent approcher les personnes qui sont plutôt laxistes, qui sont dans la désinvolture, qui n'ont pas de constance, qui n'ont pas de rigueur. Dès qu'ils tombent sur un Congolais qui a de la rigueur dans cette lutte, c'est eux-mêmes, certains Congolais, qui s'échappent, qui disent, lui, il est trop logique, il y a trop de rigueur, on ne voit rien venir. Donc, ils se mettent en retrait, ils préfèrent partir avec ceux qui font des actions qu'on appelle plus ou moins spectaculaires ici dans la diaspora, c'est-à-dire qui appellent à manifester, sur 5, 6 000, 10 000 personnes, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Moi je pense que si le Congolais est honnête, si la majorité des Congolais sont honnêtes, ils font leur examen de conscience, ils verront qu'en fait, c'est eux qui évitent les personnes qui peuvent leur donner espoir. Ils les écoutent, et puis ils préfèrent quand même aller avec ceux qui ne leur donnent pas du tout de l'espoir, parce qu'ils le voient par rapport à leurs actes, mais qui ne sont pas exigeants avec eux. Parce qu'aujourd'hui, on doit être exigeant avec tous les Congolais, parce que notre terre sacrée est occupée et souillée tous les jours. Donc on doit être exigeant avec tous les Congolais et leur recadrer, leur dire, en tant que Congolais, vous avez un devoir. Donc cherchez, rapprochez-vous des gens qui vous donneront de l'espoir et avec qui vous allez travailler. Il faut encore qu'on trouve ces gens-là. Aujourd'hui, il y a tous les moyens pour trouver. Il y a tous les moyens, il y a les réseaux sociaux. Moi, je vois des gens qui disent qu'ils sont dans le combat pour le Congo, qui ont 5, 10 000 amis. Et qui sont amis avec des personnes qui réellement peuvent susciter de l'espoir à travers leurs actions. Donc, on les voit. Donc, aujourd'hui, c'est assez facile de trouver les personnes qui suscitent de l'espoir. Donc, pour résumer, il faudra être curieux, chercher, trouver ces gens et ensuite avoir un esprit critique pour pouvoir savoir qui on suit et qui on ne suit pas. Donc pour résumer... oui, parce que moi aujourd'hui, un Congolais qui me dit qu'il n'est pas conscientisé, qu'il n'est pas politisé, il peut enlever la nationalité congolaise. Il peut devenir burundais s'il veut, mais il ne peut plus rester Congolais. Aujourd'hui, un Congolais doit être politisé. Doit être politisé, doit être dans la résistance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on doit, quand on se lève le matin, penser au Congo. À midi, pensons au Congo. Et le soir, passons au Congo. Si aujourd'hui, vous allez voir un enfant palestinien, même si c'est aux États-Unis ou en Chine, même si ses parents sont devenus milliardaires, la première chose, c'est le retour en Palestine. Comme c'était le cas pour la communauté juive. Que ce soit avant, pendant la Deuxième Guerre mondiale ou après, et même jusqu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas accepter dans leur conscience l'inexistence d'un État juif. Ils l'ont intégré et ça doit exister. C'est-à-dire, où qu'ils soient, même s'ils sont à l'aise, cet État-là doit exister. Donc nous, en tant que Congolais, même si aujourd'hui on est milliardaire, millionnaire,
où on a une bonne situation, entre parenthèses, dans un pays étranger, on ne peut pas se permettre le luxe de dire que le Congo doit disparaître. On doit toujours avoir en tête ça, dire le Congo doit exister. On a des footballeurs qui sont des millionnaires, on a des musiciens, des chanteurs qui sont des millionnaires, et cet appel, on doit lancer ça, ces artistes, ces sportifs, il est temps qu'ils s'engagent dans la résistance, dans le combat qui amènera à la libération. Ils ont des moyens pour financer. Et nous sommes 8 millions dans le monde. Le budget qui fait vivre les Congolais, c'est nous qui le votons, qui l'envoyons par nos mandats.